Zetaou, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, ça me fait plaisir. Alors, je vais commencer d'abord avec la députée Marilyn Gladu qui a reçu un accueil chaleureux hier ici à Montréal, au lendemain de son passage des conservateurs, évidemment, au camp libéral. Mais ses positions ont passé sur l'avortement, sur le convoi de la liberté, sur, sur les vaccins. Ça fait continuer de réagir parce que, justement, elles étaient jusqu'à tout récemment opposées complètement à celle du parti. Et vous, est-ce que vous êtes complètement à l'aise de l'avoir maintenant au sein du caucus libéral? Écoutez, moi, je suis nouveau député. Je ne connaissais pas Mme Gladu d'avant. Ce que j'ai connu de Mme Gladu dans les 9 mois au Parlement, c'est quelqu'un qui, contrairement à plusieurs de ses ex-collègues, quelqu'un qui était ouverte au dialogue, ouverte à discuter. Donc, il me semble que c'est une personne qui recherche le consensus. De plus, quand on regarde justement ses positions passées, je pense qu'il faudrait aussi prendre ça dans le contexte du moment, surtout en ce qui concerne on a beaucoup parlé de la question des vaccins. Je ne pense pas que Mme Gladu était anti-vaccin. Elle était plutôt, elle pensait que l'obligation était peut-être exagérée, mais elle n'a jamais, à ce que je sache, elle n'a jamais remis en question l'efficacité d'une vaccination. Je vais passer à un autre sujet parce que pendant ce temps, il y a plusieurs secteurs industriels, étant donné que vous êtes secrétaire parlementaire de l'industrie, je vais parler de ça évidemment. Il y a plusieurs secteurs industriels qui demeurent durement touchés par les tarifs américains, que ce soit le secteur de l'acier, de l'aluminium, les produits forestiers. Reuters rapportait cette semaine que les commandes ralentissent chez les manufacturiers. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour offrir davantage de prévisibilité à ces entreprises et à ces secteurs? Oui, en effet, la situation est très complexe et déjà depuis quelques mois et avec le passage du temps, ça s'empire. Il faut comprendre que cela provient des tarifs américains injustifiables, illégaux et ultimement contre-productifs pour les Américains eux-mêmes, notamment sur l'acier et sur l'aluminium. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait de notre côté? On travaille sur à deux niveaux. D'abord, de l'aide d'urgence pour permettre aux entreprises de pouvoir passer à travers, de demeurer en vie, passer à travers cette période qui est très, très difficile pour elles, surtout pour les aciéries. Et on a encore vu aujourd'hui avec Dofasco. Et puis sur un autre chemin, de préparer l'avenir. Donc de préparer l'avenir dans le sens où on veut avoir un marché canadien, une demande canadienne qui soit aussi forte et en croissance. D'où, par exemple, la stratégie industrielle de la défense. Construire des navires, construire des avions, etc. On veut que ce soit fait au Canada, pas d'entreprise canadienne, en utilisant les matériaux canadiens. Ça prend du temps. Donc, entre-temps, il faut s'assurer que l'industrie est capable de survivre. Oui, mais pendant ce temps, ça touche durement, évidemment, tous les travailleurs qui sont touchés par ces tarifs. Parlons donc du soutien aux travailleurs. À Sault-Sainte-Marie, le mois dernier, des centaines d'employés d'Algoma Steel ont travaillé leur dernier quart de travail dans le cadre de 1000 suppressions de postes. Qu'est-ce que votre gouvernement doit faire de plus pour soutenir ces travailleurs? Parce que je vous entends, on a entendu encore la ministre Joly dire on va créer des emplois, mais les emplois sont pas là pour l'instant. Ces gens-là, ils doivent faire quoi entre-temps? Donc, dans le cas concret de Algoma, et vraiment c'est un bel exemple, parce que c'est là une entreprise qui est en train de se repositionner. Donc, ils sont en train d'ouvrir une nouvelle façon de produire l'acier avec des cuves électriques, par exemple. Mais ça prend du temps avant que tout cela ne soit mis en œuvre. Alors, entre-temps, les employés qui ont perdu leur emploi, oui, alors on leur donne accès à l'assurance emploi avec des critères... Mais est-ce que c'est suffisant, ça? C'est suffisant à court terme. On comprend que c'est suffisant à court terme. Ce n'est pas une situation, ce n'est pas une solution durable, permanente. Entre-temps, Algoma... éventuellement va commencer à produire de l'acier qui sera utilisé notamment dans l'industrie de la construction navale canadienne. Mais ça va prendre encore quelques mois, pour ne pas dire des années. Entre-temps, les travailleurs, avec les critères de l'assurance emploi qui est plus pragmatique et aussi si on peut trouver d'autres emplois parce que
nous avons aussi un enjeu de pénurie de main-d'œuvre. Ironiquement, nous avons des employés qui perdent leur emploi, mais nous avons aussi d'autres entreprises, d'autres secteurs qui ont une grave pénurie d'employés, et pas seulement à Montréal, au Toronto, au Vancouver, en région aussi, on a un manque de travailleurs spécialisés. Alors, peut-être que plusieurs des travailleurs d'Algoma pourraient trouver de nouveaux emplois dans d'autres industries. Oui, ce qui implique tout un déplacement, mais je vous entends quand même. Qui pourrait impliquer ça. Ouais. Je veux également vous entendre sur le dossier Stellantis. La ministre de l'Industrie, Mme Joly, a exclu le recours au kit de démontage si l'entreprise souhaite produire des véhicules électriques dans son usine de Brampton, qui est à l'arrêt, ça fait déjà 2 ans. Qu'est-ce que le gouvernement veut voir de Stellantis en ce qui concerne cette usine? Quel message vous envoyez directement à Stellantis? Regardez, l'engagement était de produire des automobiles électriques dans cette usine. Alors on veut qu'ils reviennent à ça. C'est à ça ce qu'ils s'étaient engagés aussi. Maintenant, s'ils refusent de le faire ou s'ils ne sont pas capables de le faire, on prendra les décisions qu'on devra prendre, et on continue de dire que nous allons travailler avec ceux qui travaillent avec nous. Donc ceux qui veulent vendre des automobiles au Canada doivent aussi produire des automobiles au Canada. Juste en terminant, évidemment, tous les regards seront tournés vers Terrebonne lundi dans le cadre de la partielle. Tous les députés, il y a plusieurs députés québécois qui ont tout fait leur passage dans la circonscription, le premier ministre lui aussi. Quel message est-ce que le Parti libéral souhaite lancer aux électeurs de Terrebonne maintenant que la majorité est plus ou moins déjà assurée? Je veux dire qu'on ne parle même pas de majorité assurée ou pas assurée. Le message qu'on envoie aux citoyens de Terrebonne, c'est qui voulez-vous avoir comme votre représentant à la Chambre des communes? Quel est le député qui peut faire avancer les dossiers de Terrebonne le plus rapidement possible? Monsieur Yves-François Blanchet ne fait que dire que seulement le Bloc est capable de représenter les intérêts du Québec et des Québécois. Moi, je n'accepte pas ça. Je suis un député du Québec. Je peux aussi, moi, très bien représenter les intérêts des Québécois à Ottawa. Et Tatiana Auguste a déjà très bien représenté les intérêts de Terrebonne à Ottawa, et elle va pouvoir continuer à le faire si elle est réélue. On verra bien la suite lundi. Carlos Siltaos, secrétaire parlementaire du ministère de l'Industrie, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.